cette capsule en balado-diffusion au cours de laquelle aujourd'hui nous aurons l'honneur de recevoir M. Jean Cinq-Mars. Jean, bonjour. Bonjour Hélène. Et bienvenue aujourd'hui à cette capsule, en cette belle journée ensoleillée. Je suis très content d'être ici avec toi, surtout qu'on est dans un site merveilleux avec une journée fantastique. Effectivement. Donc, tu as un parcours très impressionnant en développement durable. Tu as été commissaire au développement durable au sein du Bureau du vérificateur général de 2009 à 2016. Nous avons lu plusieurs de tes rapports sur plusieurs sujets, que ce soit les changements climatiques, la biodiversité, les gaz de schiste, les pesticides. Donc, c'est un honneur de t'avoir avec nous, mais tu as été aussi président d'une société conseil, tu as occupé un poste au sein de l'OCDE, tu as procédé à des vérifications de performance de pays, que ce soit la France, ou même le Danemark ou autre. Tu as aussi occupé divers postes de direction au sein d'Environnement et Changement climatique Canada, que nous connaissons bien. Tu es le directeur de l'International Initiative for Sustainable Build. Et puis, tu es membre du comité consultatif du commissaire au développement durable du gouvernement fédéral. Mais aussi, et c'est surtout dans ce contexte que nous t'interviewons aujourd'hui, en 2018, tu as été nommé coprésident de la stratégie collaborative Grand Lac Saint-Laurent. Effectivement. Alors, si tu me permets, la première question que je vais te poser, c'est, à titre de commissaire au développement durable, quel est le rapport dont tu es le plus fier? C'est une question difficile parce que je suis fier de tous les rapports que j'ai faits avec mon équipe. Il y a une équipe formidable. Mais il y a deux rapports qui ont été particulièrement percutants. Le rapport que j'ai fait sur le fonds vert en 2014, j'en ai fait un autre à la demande de la Commission de l'administration publique en 2016 et j'en ai même parlé lors de mon dépôt de mon dernier rapport. Alors, c'est probablement le rapport qui a vraiment secoué un peu la perception que les gens avaient par rapport au fonds vert, qui a amené les gens à réfléchir sur la pertinence du fonds, comment mieux investir pour avoir un impact sur la société. Donc, c'est un rapport pour lequel j'ai beaucoup de fierté. Le deuxième rapport, je dirais, c'est un rapport que j'ai fait en 2016 sur les pesticides. C'est là qu'on a commencé à revoir finalement la pertinence d'utiliser les pesticides finalement au Québec, quels étaient les impacts, est-ce qu'il y avait moyen de faire autre chose. Et puis, je te dirais que c'est le rapport qui est poussé le plus loin des recommandations qui visent à avoir un effet réel sur l'environnement. Alors, c'est deux rapports dont je suis très fier, mais j'ai quand même beaucoup de fierté pour les autres également. Sûrement. Puis en plus, on en parle beaucoup en ce moment, autant du fonds vert que des pesticides. Voilà. Donc, ma prochaine question, Jean, c'est qu'est-ce que tu penses du développement durable en ce moment au Québec? Où tu crois que nous en sommes? Bon, je pense que nous avons beaucoup d'outils en place, nous avons de bons outils. Mais je fais une analogie avec quelqu'un qui est au défi de d'assembler les pièces d'un casse-tête. Les casse-têtes, les morceaux du casse-tête sont presque tous dans la boîte. Mais on dirait qu'il n'y a personne qui a de vision pour être capable de les assembler pour copier l'image qu'on a sur la boîte. Donc, il manque un peu de coordination parmi ces objets afin de les rendre efficaces et pour vraiment donner une approche de développement durable au Québec. À l'ensemble du Québec. Parfait. J'avais voulu te poser des questions sur cette nouvelle initiative, la stratégie collaborative Grand Lac Saint-Laurent, parce qu'on connaît le plan Saint-Laurent, on connaît une organisation qui s'appelle Stratégie Saint-Laurent. On a cette nouvelle institution, si on peut le dire, la stratégie collaborative Grand Lac Saint-Laurent. Est-ce que tu peux nous parler de cette stratégie, en quoi elle consiste, dans quel contexte elle a été créée, puis peut-être aussi si tu pouvais faire une comparaison, qu'est-ce que c'est cette stratégie versus le plan Saint-Laurent qu'on connaît tous, ou même stratégie Saint-Laurent? Bon, tout d'abord, c'est un projet qui a commencé en septembre dernier. C'est un projet qui est financé par Environnement Canada. Alors, c'est un projet qui vise à solliciter les meilleures idées d'experts au Québec et en Ontario pour amener une meilleure gestion de programmes. On a choisi 4 programmes principaux. Alors, c'est une démarche qui part de la base, c'est-à-dire qu'on consulte des spécialistes, on consulte des gens qui sont dans le milieu municipal, on consulte les peuples autochtones, on consulte des gens dans le domaine universitaire pour essayer d'avoir des approches innovantes, pour avoir des solutions aux problèmes auxquels on est confronté depuis des décennies. Les 4 programmes qu'on a choisis sont les changements climatiques, les toxiques, la contamination des plages et des berges et les nutriments dans l'eau. Alors, c'est des problèmes qu'on a depuis des décennies. Alors, on consulte les gens pour avoir des approches nouvelles, pour être plus efficaces que les méthodes qu'on a eues jusqu'à maintenant.
L'objectif, c'est de formuler des recommandations. On ne veut pas formuler 50 recommandations, mais 2 ou 3 recommandations par chacun de ces thèmes. Percutant. Voilà. On veut les formuler auprès des gouvernements du Québec, de l'Ontario et du gouvernement fédéral. Et l'objectif, c'est que pour l'Ontario, c'est pour suggérer des approches nouvelles pour la négociation de l'entente Alliance Canada-Ontario sur les Grands Lacs et également faire des suggestions pour le renouvellement de l'éventuel nouveau plan Saint-Laurent. L'entente fédérale Québec qui s'appelle aussi Plan Saint-Laurent. Voilà. Alors, c'est une initiative qui part de la base plutôt qu'une initiative strictement gouvernementale. On consulte les gens qui sont affectés par ces problèmes, mais qui peuvent avoir des solutions. Et on s'est adjoint des experts, les meilleurs experts qu'on peut trouver dans les deux provinces. Donc, comme tu mentionnais, autochtones, groupe vert, universitaires, des gens du milieu industriel. De l'agriculture, des municipalités. Alors, on a des gens qui représentent tous ces secteurs de la société pour aller chercher finalement les meilleures idées. Très bien. Et comment ça fonctionne au niveau de la gouvernance? On a un comité directeur, première des choses, qui est composé de représentants des 4 organisations qui ont créé ce projet. Il y a un comité d'experts qui comprend 8 experts et qui, avec 2 coprésidents, Gordon Miller, qui est l'ancien commissaire à l'environnement de l'Ontario, et moi, du côté pour le Québec. Alors, on a ce comité d'experts, puis du comité d'experts, finalement, on a 4 tables. 4 tables spécifiques, les toxiques, les changements climatiques, les nutriments, les berges et les plages. Et puis, chacune des tables est composée, finalement, d'experts dans le domaine, qui vont examiner... Ils ne sont pas les mêmes experts que le comité que vous présidez, toi et Gordon. Non, nous, on a un comité, finalement, qui dirigeons, disons, la recherche de solutions. Eux, ce sont des comités d'experts qui sont, par exemple, spécialisés dans les toxiques, pour identifier le problème, identifier des solutions et formuler des recommandations. Alors, notre rôle, nous, comme comité d'experts, c'est leur donner des directions stratégiques. D'abord, identifier les problèmes, direction stratégique pour être efficace, direction également pour la formulation des recommandations et notre rôle ultime, c'est d'assurer aussi une cohérence entre ces 4 tables pour arriver finalement avec des approches qui sont cohérentes, qui se supportent l'une et l'autre, et parfois des recommandations qui peuvent toucher plus qu'une table. Par exemple, lorsqu'on parle de berges, on parle également d'érosion de berges, donc on doit parler de changement climatique. Alors, c'est notre rôle finalement d'assurer cette cohérence également. Très bien. Donc, il y a 4 enjeux que tu mentionnes, et donc il y a 4 sous-comités de travail. Chaque comité doit travailler sur un de ces enjeux. Comment sont choisis les gens qui vont travailler sur ces comités de travail? Ça, c'est souvent à partir du comité d'experts. On suggère des experts qu'on connaît dans ce domaine. On consulte les gens qui font partie, qui proviennent des municipalités, des peuples autochtones, des milieux académiques, pour nous suggérer des gens. Il y a également les organisations fondatrices qui nous ont fait des suggestions également. Et à partir des suggestions, à ce moment-là, on compose une équipe d'une douzaine de personnes environ pour travailler dans ce secteur-là et on choisit une personne pour coordonner l'équipe. OK. Donc, 12 personnes par sous-comité ou table technique. Voilà. Parfait. Et donc, si j'ai bien fait mes devoirs, j'ai vu qu'il y avait des travaux qui avaient débuté, mais pour la partie Grand Lac. Est-ce que c'est possible de nous expliquer comment ça va fonctionner, puisqu'il y a la partie Grand Lac et il y a la partie Saint-Laurent? Oui, c'est une très bonne question. Le projet a commencé en septembre dernier, va se terminer le 1er mai pour la partie Grand Lac. Nous n'avions pas les ressources à la fois au niveau du secrétariat pour mener de front la partie Grand Lac et la partie Saint-Laurent. Alors, on a décidé de commencer avec la partie Grand Lac. Alors, les travaux se font actuellement dans les différentes tables et le 1er mai, on a un symposium à Toronto où les recommandations vont être rendues publiques. Et ça va être la date également qui va correspondre avec le début des travaux sur le Saint-Laurent. Alors, on peut dire que les travaux sur le Saint-Laurent vont commencer le 1er mai, ils vont se terminer probablement vers le mois de novembre. Alors, les travaux des Grands Lacs vont certainement bénéficier au Saint-Laurent parce que les problèmes sont très similaires. Donc, on va être en mesure d'avoir des recommandations à la fin de l'année pour le Saint-Laurent et le rapport final sera déposé probablement au mois de février l'an prochain, à peu près dans un an, jour pour jour pour aujourd'hui. Très bien. Donc, le 1er mai, est-ce que toute partie prenante ou toute personne intéressée peut participer au symposium ou c'est sur invitation? Non, les gens peuvent s'inscrire. Il y a un site web où on peut trouver l'information. Alors, je suis certain que vous allez mettre le site web à la fin de l'entrevue pour vos membres. Effectivement. Puis pour la partie Saint-Laurent, est-ce que ce seront les mêmes sous-comités de travail ou il y aura une constitution de nouveaux sous-comités de travail? Ce sera des comités, les mêmes thèmes qui vont être abordés, mais les membres vont être différents. Bien entendu,
on va avoir des experts québécois qui connaissent bien le contexte, qui proviennent des municipalités, des peuples autochtones ici, du milieu des affaires. Donc, on va choisir des membres qui viennent du Québec et qui connaissent la situation du Saint-Laurent. Donc, ça sera des nouvelles équipes, mais les thèmes demeureront les mêmes. Très bien. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui, au Québec, pourraient être intéressés lorsqu'ils vont prendre connaissance des enjeux qui sont analysés par les sous-comités de travail? S'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent manifester leur intérêt à participer au sein de ces comités de travail? Oui. D'ailleurs, les gens qui sont intéressés sont les bienvenus à soumettre leur candidature. Il y a Stratégie Saint-Laurent qui peut recevoir des noms. Il y a notre directrice générale à Toronto, Nicolas Grahal, qui peut en accepter. Je suis certain que les gens peuvent communiquer leur nom au sein de ton organisation, puis tu seras certainement apte à les transférer. Il y a également M. Scott McKay qui s'occupe du travail. Donc, ces personnes peuvent recevoir des noms, puis ils sont acheminés au secrétariat, puis éventuellement, les équipes seront constituées. Donc, nos auditeurs pourront avoir accès à cette information à travers notre site Internet. Effectivement. Très bien. Puis, en terminant, Jean, parce que là, je pense qu'on comprend très bien comment cette initiative fonctionne, puis bravo, ça sera intéressant de lire les recommandations à la fin de l'année 2000. Ah, il y aura certainement des recommandations intéressantes. Ça commence même les recommandations commencent à pointe, puis on voit des choses fort intéressantes. Oui. Donc, je voulais compléter avec une façon un peu amusante de terminer nos entrevues, un peu en s'inspirant de ce que le célèbre animateur Bernard Pivot faisait dans le cadre de son émission Apostrophe. Puis, on a bien sûr adapté au développement durable, mais j'avais quelques questions à te poser et tu peux les poser, tu peux y répondre en rafale. Alors, je te les pose. Premièrement, c'est quoi ton mot préféré dans le domaine du développement durable? Durable. Souvent, on a vu des programmes qui ont été mis de l'avant, de très bons programmes avec des initiatives fantastiques. Et puis, ils ne survivent pas à un nouveau gouvernement. Alors que le problème persiste, mais par contre, le programme tombe. Alors, la durabilité dans les programmes pour s'attaquer aux problèmes qu'on connaît dans l'environnement, le développement durable, c'est très important. D'accord. Puis souvent, ça fait défaut. Très bien. Ma deuxième question, c'est qui admires-tu le plus dans le domaine du développement durable? Si je te donne deux réponses, c'est doublement gagnant. Bien oui. Bon. Alors, je te dirais qu'une des personnes qui j'admire le plus, c'est la biologiste chercheur américain Rachel Carson. Oui. Rachel Carson a publié un livre absolument extraordinaire, The Silent Spring, le printemps silencieux, en 1962. Elle était une précurseur, d'ailleurs. Voilà. C'est la personne qui a lancé le mouvement environnemental aux États-Unis, qui a donné lieu à la création de l'EPA et des lois américaines pour la protection de l'air, la protection de l'eau. Alors, son livre, c'était justement sur la surutilisation des pesticides, notamment le DDT. Et c'est ce qui a lancé finalement les campagnes pour sensibiliser les gens pour réduire l'utilisation de DDT parce que ça avait des impacts énormes sur l'environnement et la santé des gens. La deuxième réponse, c'est pas une personne, mais je dirais c'est le gouvernement suédois. Ah oui, qu'on donne souvent en exemple. Voilà, parce que dans les années 90, ce qui est peu connu, c'est qu'en 93 environ, les banques suédoises étaient en train de faire faillite. Le gouvernement suédois a investi environ 20 pour acheter les actions des banques pour les remettre à flot. Mais en même temps, ils ont développé 16 objectifs environnementaux très ambitieux qui ont qualifié des objectifs générationnels. C'est-à-dire que c'était des objectifs qui voulaient régler avant de les transférer à la prochaine génération. Alors, j'ai trouvé que c'était très ambitieux et puis c'était vraiment un programme durable parce que si on va sur le site du ministère de l'Environnement de la Suède, les 16 objectifs sont là. On peut voir où ils sont rendus, quels sont les défis, puis à environ quelle année le problème va être réglé. Donc, c'est un très bon exemple, finalement, de durabilité dans le domaine. Et comme tu as été commissaire au développement durable, on comprend très bien pourquoi cette personne-là t'a inspiré. Sur une échelle de 1 à 10, où tu croirais qu'on doit situer le développement durable au Québec? Je dirais 6,5. 6,5? Oui, parce qu'au début, je disais que je trouvais qu'on avait de bons outils. On n'a pas tous les outils qu'on a besoin. Les outils ou les morceaux du casse-tête sont dans la boîte, mais il semble manquer de vision pour les assembler. Alors, c'est pour cette raison que finalement, je trouve qu'on passe, mais on n'a pas une performance extraordinaire. Ça, c'est bien. Quelle est, selon toi, la plus grande fierté dont le Québec devrait se proclamer en développement durable?
On peut dire certainement l'hydroélectricité, ça a été développé dans les années 60, c'était pas avec un objectif de développement durable, mais en rétrospective, on s'aperçoit que finalement, l'énergie qu'on a au Québec, c'est une énergie verte. Mais par contre, les Québécois sont des grands consommateurs d'énergie, parce que quand on regarde la quantité d'énergie consommée par un Québécois, on est à peu près équivalent avec ce qui est consommé aux États-Unis. C'est certain qu'on est en bas de la moyenne canadienne d'à peu près 10 %. Mais on est quand même de grands consommateurs d'énergie. Alors, je me trouve chanceux d'avoir de l'hydroélectricité parce que si on avait eu du pétrole, pas certain qu'on aurait eu une performance aussi grande. Puis en terminant, quelle serait la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais te réincarner si c'était possible? Je dirais que ce serait le Sequoia sempervirens. Oh, en Californie, ça? Le Sequoia, c'est en anglais, on l'appelle le redwood. C'est un conifère, bien entendu, qui peut vivre jusqu'à 1800 ans. Ah oui, on aimerait bien, hein? Qui peut dépasser 100 mètres de haut, qui résiste aux infestations d'insectes, aux feux de forêt également, et puis qu'on retrouve sur la côte californienne et sur la côte de l'Oregon, qui sont des régions absolument extraordinaires. Alors, puis en plus, c'est une plante qui fournit un habitat extraordinaire à différentes espèces pour la biodiversité. Alors, je trouve que c'est une plante qui est durable et qui fait une grande contribution à la protection de l'environnement et à la stabilisation des sols et de la biodiversité. Donc, c'est un bon exemple. Très bel exemple. Jean-5 Mars, merci beaucoup pour cette entrevue très intéressante et fort inspirante. Ça m'a fait grand plaisir, Hélène. Et puis, bonne chance avec les autres entrevues. Je vais les regarder avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir à tous.